Bismillahirrahmanirrahim. On commence le premier chapitre des protozoaires avec l'amibiase intestinale ou bien l'amoebose ou l'amibiase, c'est la maladie. Aujourd'hui, on va détailler l'amibiase intestinale avec ses manifestations cliniques, son diagnostic, sa transmission, son cycle évolutif, son traitement et même sa prophylaxie. Ça, c'est toujours le plan dans les cours du parasitologie. On commence par la définition, l'introduction du parasite ou bien de l'agent pathogène, sa forme, sa structure, son cycle, ensuite sa clinique, ses manifestations, et on termine toujours avec le traitement et la prophylaxie. Ça, c'est le déroulement d'un cours de parasitologie. On commence avec une introduction. Premièrement, la définition des amibes ou des rhizopodes. Ils sont nommés les amibes. C'est un mot grec, amoébé, veut dire la transformation. Les amibes sont des protozoaires. Ils appartiennent à la première espèce des parasites qui est les protozoaires. Ce sont des eucaryotes mobiles avec des pseudopodes ou bien les rhizopodes. Les pseudopodes, ou en arabe, ce qu'on voit ici, ces pseudopodes peut ou permettent à l'entamoeba de se mobiliser et de nager et de circuler dans les tissus affectés. Donc, grâce à ces pseudopodes, elle peut mobiliser et elle prend sa nomenclature. L'amébiose se produit ou se reproduit par une reproduction asexuée. Elle n'a pas une production sexuée. Par fissure binaire. Fissure binaire ou انقسام نصفي. Donc, les amibes sont des protozoaires mobiles grâce à des pseudopodes, se reproduisent avec une forme asexuée par fission binaire. Elle se nourrit de deux façons, phagocytose ou pinocytose. Ce sont des parasites hématophages. Donc, se nourrit par phagocyte ou pinocytose. Ça, c'était la définition des amibes. Il existe deux types d'amibes. Il y a les amibes parasitaires et les amibes libres qui vivent dans la nature. Ce qui nous intéresse le plus souvent sont les amibes parasitaires. Les amibes parasitaires ont deux cycles ou bien deux localisations. Ils ont des manifestations chez l'hôte et ont une partie de leur cycle dans l'environnement, comme on va voir dans le cycle des amibes. Ça, c'est les amibes parasitaires. Ça, ce qui nous intéresse le plus souvent dans la clinique et dans la maladie. Il existe d'autres souches. Ce sont des amibes libres. Libres dans la nature. Ils sont autonomes. Autonomes veut dire qu'ils peuvent vivre ou se résister dans le milieu extérieur. Et parfois, accidentellement, ils sont transmis vers le hôte et devenir pathologiques. Donc, les amibes parasitaires sont les plus fréquentes. Les amibes libres sont ou peuvent donner des manifestations cliniques accidentelles, comme on va voir dans les diapos suivantes. Ça, c'était une petite introduction sur les amibes. Maintenant, notre agent pathogène aujourd'hui, c'est l'Entamoeba histolytica. L'agent pathogène qui représente la maladie de l'amibase ou l'amoebome, c'est l'Entamoeba histolytica. D'abord, Entamoeba histolytica est la seule espèce qui est pathogène parmi les amibes. Ça, c'est important. C'est des questions fréquentes. Ça, ce sont des notions importantes que vous devez les retenir. L'Entamoeba histolytica
est la seule espèce qui est pathogène. Elle est hématophage. Ça, c'est le deuxième critère. L'Entamoeba histolytica est la seule espèce pathogène. C'est une espèce hématophage. Elle atteint d'abord électivement le côlon. Donc l'amibiase, c'est une maladie qui touche le côlon le plus fréquemment. Au contraire des flagellés libres qui touchent l'intestin grêle. Maintenant, l'Entamoeba histolytica, dans ce cours, elle est atteint électivement d'abord le côlon. Il existe d'autres amibes commensales du côlon. Commensales, donc ils sont bénignes. Ils vont pas se manifester par des manifestations cliniques ou des altérations ou des érosions au niveau de la muqueuse du côlon. Ils sont commensales. Ils vont pas causer des endommagements. On a l'Entamoeba coli. On a Endolimax nanus. Pseudolimax gucci. Entamoeba dispar. Entamoeba colici et Entamoeba hartmanni. Les amibes commensales ne sont pas très importants. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'Entamoeba histolytica qui est l'espèce pathogène, qui est l'espèce hématophage et qui est l'atteinte qui touche le côlon. C'est la seule espèce pathogène dans le catégorie ou bien dans la catégorie des amibes. C'est l'Entamoeba histolytica. Il existe des amibes extracoliques. C'est juste une seule espèce qui est retrouvée dans la bouche. C'est l'Entamoeba gingivalis. Donc, l'Entamoeba histolytica, c'est ce qu'on doit étudier dans ce cours. L'Entamoeba gingivalis est une espèce découverte au niveau de la bouche. Ça, c'est quelques points forts avant d'entrer aux cliniques. Maintenant, la maladie. On a vu l'agent pathogène, les amibes. Maintenant, on va commencer la maladie. L'amébose ou l'amibiase, qui est la maladie. L'amibiase, c'est l'une des trois principales maladies parasitaires responsables de mortalité dans le monde. Après, bien sûr, en premier plan, c'est le paludisme, qui est le tueur numéro 1. Et en second nombre, c'est la bilharziose ou bien la schistosomiase, qui est une helminth. On va la voir dans le chapitre des helminths. L'amibiase est une affection cosmopolite. Cosmopolite veut dire qu'elle se trouve partout dans le monde. Ça, c'est important. Tout ce qui est en gras, tout ce qui est en rouge sont des questions fréquentes au niveau des examens. L'amibiase est une affection cosmopolite. Elle est plus fréquente dans les zones tropicales et subtropicales. Pourquoi? À cause de la chaleur et de l'humidité qui vont favoriser la dissémination de cette maladie. Elle est très répandue. 10% de la population mondiale ont l'amibiase. Ça, c'est la définition. Deuxièmement, l'agent pathogène, comme on a dit, c'est Entamoeba histolytica, qui est la seule espèce pathogène. Il existe une seule espèce pathogène parmi les amibes. C'est Entamoeba histolytica seule. Il n'existe pas d'autres amibes pathogènes. Elle est la cause de l'amibiase maladie. Elle est responsable de manifestations intestinales. Comme on a dit, elle touche le côlon de façon élective, mais aussi des manifestations extra-intestinales. C'est pas juste des manifestations intestinales. L'amibiase donne des manifestations intestinales et extra-intestinales. Ça, c'était des points forts. Troisièmement, l'amibiase est une maladie liée au péril fécal. Qu'est-ce que veut dire maladie liée au péril fécal? C'est la matière fécale, c'est l'hygiène, c'est la contamination des eaux, c'est la pollution avec les matières fécales ou bien les fesses. Elle est caractérisée par l'existence d'un nombre
important de porteurs asymptomatiques. Ce qui est remarquable dans l'amibiase, c'est qu'il existe un nombre très élevé de porteurs asymptomatiques. C'est quoi un porteur asymptomatique? Ce sont des hôtes qui hébergent Entamoeba histolytica, mais sans manifestation clinique. Et ce sont qui portent cette maladie, ou bien ce sont les causes de la dispersion et la dissémination, ou bien de la transmission de la maladie. Un porteur sain peut contaminer tout ce qu'il rencontre avec, sans même donner des manifestations cliniques, et il va être non diagnostiqué, et c'est ce qui pose le problème dans la santé. Donc, ces porteurs sains sont la première cause de la transmission de la maladie ou bien de l'amibiase. Tout ça sont des points forts concernant l'amibiase que vous devez les retenir. Tout ce qui est en rouge, c'est important, c'est à retenir. Ça, c'était la définition. Maintenant, concernant l'OMS, l'améboise ou l'amébose se définit comme étant l'état dans lequel l'organisme humain héberge Entamoeba histolytica, avec ou sans manifestation clinique. Ce porteur peut être symptomatique ou asymptomatique. L'amébiose ou l'amibiase est causée par un protozoaire, un rhizopode, hématophage comme on a dit, c'est Entamoeba histolytica qui infecte majoritairement l'homme. Donc, Entamoeba histolytica, c'est l'agent pathogène qui est la cause de la fameuse amibiase intestinale. Deuxièmement, on passe à l'épidémiologie. Commençons par la morphologie de l'Entamoeba histolytica. Ça, c'est important. Il existe deux formes d'Entamoeba histolytica. La première forme, c'est la forme kystique. La deuxième, c'est la forme végétative, ou bien le trophozoïde. La forme kystique, elle est éliminée dans les selles et c'est la forme de résistance et de dissémination dans le milieu extérieur. La forme kystique, elle est la forme éliminée dans les selles et la forme de résistance. Ça, c'est important. Par contre, la forme végétative ou bien les trophozoïdes, ce sont ce qui donne la maladie ou l'amibiase maladie. La forme trophozoïde, dans la manifestation clinique, c'est la forme invasive et la forme kystique, c'est la forme de résistance ou de transport ou de dissémination dans le milieu extérieur. Donc, la maladie est causée bien sûr par la forme végétative. C'est les trophozoïdes. Commençons par la forme kystique. Comme leur nom indique, c'est un kyste qui est bien arrondi. Il mesure 8 à 15 micromètres avec double membrane épaisse et réfringente. Cette membrane-ci qui lui donne le caractère de résistance dans le milieu extérieur. Cette forme kystique contient à maturité, lorsqu'elle est mature, 4 noyaux de même type, parfois des bâtonnets à bout arrondi appelés les corps sidérophiles ou bien les cristalloïdes, et leur cytoplasme est brillant et apparaît vide. Ça, c'était la description d'un kyste. Ce kyste, comme on a dit, il est la forme de résistance et de contamination. Donc, l'hôte est contaminé par l'Entamoeba histolytica, la forme kystique. Et les manifestations cliniques sont données par la forme végétative ou les trophozoïdes. Cette forme kystique, elle est résistante. Elle est résistante 15 jours dans les sols humides à 18 degrés Celsius. Elle est résistante plus encore 3 mois dans l'eau à 4 degrés Celsius. Et elle n'est pas stérilisée par les concentrations de chlore habituelles
utilisés dans le traitement de l'eau. Donc, les mesures quotidiennes ou routinières pour les purifications de l'eau ne sont pas suffisantes pour éliminer l'Entamoeba histolytica ou bien de tuer les formes kystiques qui sont résistantes dans l'eau. Ça, c'est à retenir. Deuxièmement, la forme végétative. C'est Entamoeba histolytica. C'est le trophozoïde mobile. C'est l'agent pathogène. C'est ce qui nous donne les manifestations cliniques. Il est de 20 à 40 micromètres de diamètre avec un noyau, une chromatine périphérique en fin granule, un caryosome central, un petit caryosome central qui est punctiforme et de nombreuses petites vacuoles d'endoplasme et d'ectoplasme bien différenciées. Elle a des pseudopodes, comme on a dit, qui lui permet de mobiliser et des mouvements rapides et la présence possible d'hématies. Ce sont des hématies phagocytées parce que les amibes sont, comme on a dit, hématophages. Les amibes sont hématophages. Au contraire, cette forme végétative ou trophozoïde, elle est fragile. Au contraire du kyste, cette forme trophozoïde est fragile et elle représente la forme de multiplication responsable, comme on a dit, de la maladie. Donc, il faut bien différencier entre la forme kystique et la forme végétative. Il ne faut pas confondre entre les deux. Maintenant, la classification. L'Entamoeba histolytica appartient aux embranchements des protozoaires, comme on a dit. Elle appartient au règne des protozoaires. Elle est classée parmi les rhizopodes parce qu'elle a des pseudopodes de mobilisation. Leur ordre, c'est la famille des Amobidés. La famille des Entamobidés, le genre c'est Entamoeba et l'espèce pathogène c'est Histolytica. Ça, c'était la classification de l'agent pathogène ou bien de l'Entamoeba histolytica, leur embranchement, leur classe, leur ordre, leur famille, genre puis espèce. On peut dire que c'est la nomenclature spécifique ou la nomenclature complète de l'agent pathogène. Maintenant, le cycle évolutif qui est important. Le cycle commence par l'ingestion d'un kyste mûr à 4 noyaux, comme on a vu dans les diapos précédentes. L'ingestion du kyste mûr par voie orale qui contient 4 noyaux. Ce dernier kyste va transformer en amibe métakystique à 4 noyaux. Puis ce kyste va s'éclater et diviser, il va nous donner 8 amobules. Chacun de ces amobules va devenir la forme végétative ou bien un trophozoïde qui va donner l'Entamoeba histolytica, la maladie. Donc, un seul kyste, ça c'est important, un seul kyste nous donne 8 trophozoïdes. C'est une question fréquente des examens. Un seul kyste d'Entamoeba histolytica nous donne 8 trophozoïdes ou amoebiles, ou bien la forme végétative. Cette forme végétative, elle va soit devenir une Entamoeba histolytica et pénètre dans la sous-muqueuse et donne les manifestations et la maladie, ou bien par la contre-attaque, ou bien la manifestation du système immunitaire, elle va lui trouver dans un état d'agression, ou bien par le péristaltisme intestinal, ils vont être éliminés et ils vont se retransformer vers une forme kystique et d'être éliminés par les selles. Et ils vont continuer leur cycle de nouveau chez un autre porteur ou bien un hôte contaminé.
Ça, c'était le cycle de l'entamoeba histolytica. Il existe deux cycles. Un cycle normal ou non pathogène, c'est ce qui nous donne les porteurs sains et ce qui est fréquent et représente 90% des cas. Il existe le cycle pathogène qui représente 10% des cas. Il donne l'amébiase maladie. Commençons par le cycle non pathogène. Une fois ingéré, le kyste arrive à l'estomac. Sa membrane va se liser grâce à l'acidité gastrique. Il libère amibes à 4 noyaux au niveau du côlon. Chaque noyau, comme on a dit, se divise, aboutissant à 8 noyaux qui s'entourent d'un peu de cytoplasme pour donner 8 amoebules ou amibes ou amibiase infestation. Ça, c'est le sujet sain qui va disséminer les kystes. Ça, c'est le porteur sain qui va jouer le rôle du transmetteur de cette maladie. Et ce qui pose problème de santé publique, car ces porteurs sains doivent être traités et le plus tôt possible pour limiter la dispersion de la maladie. Deuxièmement, le cycle pathogène. Sous l'influence de certains facteurs, les amibes se fixent sur l'épithélium colique, puis par pénétration, grâce à des enzymes protéolytiques. Elles vont nous donner la première lésion élémentaire qui se représente par une ulcération au cou-ongle. Ça, c'est important. Première lésion au niveau de la muqueuse intestinale est due grâce à des enzymes protéolytiques et elle est représentée par des ulcérations en cou-ongle. C'est la première lésion ou bien la fixation de l'entamoeba sur la paroi intestinale. Après la fixation, on nous donne un saignement. Pourquoi? Parce que l'entamoeba histolytica, comme on a dit, elle est hématophage. Elle va phagocyter les globules rouges et va se multiplier encore plus activement. Ça, c'était la deuxième phase du saignement. Et la troisième, c'est la pénétration la plus profonde dans la muqueuse colique. C'est plus grave. Elle va nous donner un abcès en bouton de chemise. Et ça qui va nous donner le fameux syndrome dysentérique amibien. On va le détailler dans les manifestations cliniques. Donc la pénétration au niveau de la muqueuse colique nous donne un abcès en bouton de chemise et la dysentérie amibienne ou bien le syndrome dysentérique. Quatrièmement, certains amibes peuvent par voie hématogène gagner les différents organes. En premier lieu, le foie, éventuellement les poumons, le cerveau, les amibes extra-intestinales ou les amibes tissulaires. Comme on a dit, l'amibiase donne des manifestations intestinales qui est le syndrome dysentérique et des manifestations extra-intestinales au niveau du foie, du poumon, du cerveau, et etc. Ça, c'était le cycle d'entamoeba histolytica. Maintenant, la contamination. Comment l'hôte est contaminé par les amibes. Comme on a dit, c'est un parasite lié au péril fécal. Donc, l'hôte est contaminé par l'ingestion de kystes mûrs, pas un kyste jeune, un kyste mûr à 4 noyaux. Vous faites attention à ce point-là. L'ingestion d'un kyste mûr de 4 noyaux. Cette contamination peut être soit directe, manipulée par les mains sales, ou bien par les pratiques oro-anales. Ça, c'est directement. Ou indirectement par l'eau, les aliments souillés, les insectes, et ainsi de suite. Ce
ces entités vont aider à la contamination indirecte. Maintenant, qui est le réservoir du parasite? C'est l'homme. L'homme est pratiquement le seul à pouvoir héberger les parasites. Il va, ces kystes, ils vont semer dans le milieu extérieur. Donc, le réservoir de l'hôte est l'homme, qui est le seul réservoir qui va héberger les parasites. Ça, c'était la contamination et le réservoir de ce parasite. Maintenant, on arrive à la répartition géographique. Comme on a dit, premièrement, c'est une affection cosmopolite. Cosmopolite veut dire qu'elle se trouve partout. Elle est liée aux conditions socio-économiques. Comme on a dit, la maladie liée au péril fécal, aux contaminations des eaux et des aliments souillés, elle est favorisée par les conditions socio-économiques défavorables. Elle sévit dans les régions chaudes et humides, ce qui explique leur fréquence dans les lieux tropicaux et subtropicaux. La prévalence de cette maladie est à 10% pour les amibes maladies et 90% aux porteurs sains, qui représentent la majorité, comme on a dit, et le mode de dissémination de cette maladie. Ça, c'est dans les pays avec des conditions socio-économiques médiocres. Maintenant, dans les pays développés, l'entamoeba est rencontré de façon sporadique. Sporadique veut dire isolé chez les migrants, alors que dans les pays sous-développés, elle sévit à l'état endémique, comme indicateur d'une hygiène collective et individuelle insuffisante. Donc, l'existence d'amébiase est un indicateur de mauvaise hygiène collective et individuelle chez une population. C'est une maladie liée au péril fécal. C'est une maladie qui signifie la contamination des eaux. On a terminé avec l'épidémiologie. Maintenant, la physiopathologie. Comment se manifeste ou bien comment l'entamoeba peut exercer son effet pathogène. Il est lié à des facteurs de pathogénicité entraînant le passage d'amébiase infestation à l'amébiase. Des maladies liées à l'hôte, il existe deux. Des maladies liées à l'hôte, mais surtout l'équipement enzymatique d'Entamoeba histolytica. L'Entamoeba histolytica est chargé et équipé d'une charge enzymatique très importante qui lui permet de perforer et d'ulcérer et d'envahir la paroi intestinale et de propager profondément dans cette dernière. Les facteurs liés à l'hôte sont, comme on a dit, c'est une maladie avec des conditions socio-économiques. Passe donc la malnutrition sur les régions tropicales, les foyers hémorragiques au niveau du côlon et l'affection bactérienne ou virale associée. Tous ces facteurs favorisent la contamination et l'infestation avec l'Entamoeba histolytica. Ça, c'était des facteurs liés à l'hôte. Deuxièmement, les facteurs liés aux parasites. C'est le facteur le plus efficace et le plus évident pour la contamination et l'infestation par les amibes. Il est représenté par l'existence des souches potentiellement pathogènes. Il y a des souches d'Entamoeba qui sont potentiellement pathogènes. Ils ont un pouvoir pathogène très élevé de manifester et d'envahir la paroi ou les muqueuses intestinales. Deuxièmement, comme on a dit, l'équipement enzymatique et la composition antigénique et d'autres facteurs liés aux souches parasitaires.
Tous ces facteurs favorisent le passage d'amibiase, l'infection, et en résultat, on a l'amibiase maladie. Ça, c'était la physiopathologie. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie de ce cours, qui est la plus importante, c'est la clinique. Comment se manifeste l'amibiase? Comme on a dit, il existe deux manifestations, les amibiases intestinales et les amibiases extra-intestinales. On commence d'abord avec grand A, les amibiases intestinales. Les amibiases intestinales peuvent manifester sous 4 formes. L'amibiase intestinale peut manifester sous 4 formes. La première et la plus fréquente et la plus évidente, c'est l'amibiase intestinale aiguë, c'est la dysenterie amibienne, c'est le syndrome dysentérique. Ça, c'est la première manifestation. Ou bien, l'amibiase peut donner l'amibiase colique maligne, qui est une amibiase suraiguë ou colite fulminante. Ce sont des manifestations suraiguës qui vont donner des manifestations cliniques très rares, mais très virulentes. Troisièmement, l'amoebome, comme son nom l'indique, c'est une masse formée au niveau de la muqueuse intestinale et qui va être confondue avec un tumeur intestinal. Et quatrièmement, mais c'est rare, c'est la colite chronique post-amibienne qui sont des conséquences qui sont dues ou bien qui sont reçues sur la muqueuse colique et qui vont garder des séquelles et vont se manifester par des troubles intestinaux ou bien la colite chronique post-amibienne. Maintenant, on détaille ces points forts. On commence premièrement par l'amibiase intestinale, ou bien la dysenterie amibienne, ou bien le syndrome dysentérique. Ça, c'est important. Le syndrome dysentérique, c'est la manifestation la plus fréquente, la plus évidente dans Amoeba histolytica. Ce syndrome a un début brutal. Elle est caractérisée, ou bien ce syndrome dysentérique est caractérisé par la triade. Ça, c'est à retenir par cœur. La triade du syndrome dysentérique, c'est l'épreinte, ténesme, diarrhée. Épreinte, ténesme, diarrhée sanglante. C'est quoi une épreinte? C'est une douleur colique traçante, suivant le cadre colique du sécom ou sigmoïde, se terminant par une impérieuse envie d'aller à la selle. Ça, c'est une épreinte. Elle est liée aux lésions de cou d'angle de l'entamoeba ou bien d'amibiase. Ça, ce sont les épreintes. Elles donnent de faux besoins. Elles donnent de faux besoins d'aller à la selle. Deuxièmement, le ténesme. Il suit les épreintes. Un ténesme est une contracture douloureuse du sphincter anal. Elle suit les épreintes. Et dernièrement, ce qui caractérise le syndrome dysentérique veut dire des diarrhées glairo-sanglantes, faites de glaires sanglantes évoluant vers l'apparition des crachats rectaux. On dit qu'il existe des crachats rectales formés par des glaires et du sang. Du sang phagocyté par les amibes et une glaire parce qu'il y a un syndrome dysentérique. Ce syndrome dysentérique est à retenir par cœur. L'épreinte, ténesme et diarrhée. Ça, c'est très important. Ça, c'est à retenir. Le malade, il est apéritique. Il n'existe pas une fièvre dans le syndrome, dans l'amibiase intestinale. Ça, c'est important. C'est une question piège qui se pose plus fréquemment dans les questions. Le malade d'entamoeba ou d'amibiase intestinale, il est apéritique. Son abdomen est sensible au niveau du sécom.
Ça, c'était les points forts sur l'amibiase intestinale ou bien la dysenterie amibiase. Voilà le figure qui illustre l'amibiase intestinale avec les lésions d'érosion. Ça va nous donner des selles gléro-sanglantes. Vous voyez bien les lésions au niveau du côlon. Deuxièmement, l'amibiase colique maligne ou l'amibiase suraiguë ou la colite fulminante. Elle est rare, c'est une forme qui se manifeste chez les femmes enceintes ou les accouchées, ainsi que les sujets dénutris, surtout les enfants. C'est une dysenterie sévère avec un risque élevé de déshydratation. Souvent, le pronostic là est sombre. L'amibiase maligne touche les femmes enceintes, les accouchés, les sujets dénutris et les enfants. C'est une dysenterie sévère avec un risque de déshydratation majeure et un pronostic sombre. Heureusement que c'est rare. Troisièmement, l'amibiase peut se manifester en donnant un amoebomme. C'est quoi un amoebomme? C'est une forme rare aussi. C'est une pseudo-tumeur parasitaire inflammatoire. Un amoebomme est une masse qui est confondue plus fréquemment avec une tumeur intestinale. Elle se manifeste par un syndrome subocclusif intestinal accompagné de fièvre, des diarrhées sanglantes, des douleurs importantes et un état général altéré. Il y a trop de signes de ressemblance entre l'amoebomme et la tumeur intestinale ou occlusive. Heureusement que c'est aussi rare. Dernièrement et quatrièmement, la colite chronique post-amibienne. C'est la répétition des épisodes d'amibiase intestinale aiguë et parfois responsable d'apparition de troubles digestifs liés à quoi? Liés à l'accumulation des lésions cicatricielles. L'agression au niveau du muqueuse intestinale va laisser des cicatrices qui vont s'accumuler au niveau de la muqueuse colique et qui vont altérer leur morphologie et leur fonction. Et les principales manifestations sont des douleurs intermittentes et des troubles de transit. Donc le patient non traité à cause des épisodes répétés des amibes intestinales, il va garder des séquelles, des troubles de transit, des lésions au niveau du côlon qui s'appellent la colite chronique post-amibienne. Ça, c'était les 4 manifestations cliniques intestinales de l'amibiase. On a achevé la moitié de ce cours qui était les amibes intestinales ou les manifestations intestinales. J'espère que la vidéo était claire. La partie prochaine va détailler les amibes ou bien les manifestations extra-intestinales, les amibes libres, les moyens de diagnostic, les traitements et même la prophylaxie. J'espère que cette vidéo a été bénéfique. On se rencontrera très prochainement dans la deuxième partie. Merci pour votre attention. Je vous remercie.